si on demande à n'importe qui de nous décrire un monstre, on nous répondra relativement la même chose. Des dents pointues, une peau verte, des griffes, des pustules, des yeux globuleux et autres parties d'animal sauvage sur un corps humanoïde. La science nous dit que l'on est incapable de s'imaginer quelque chose de totalement nouveau qu'on n'a pas déjà vu autre part. On peut au mieux regrouper des éléments d'images différentes pour en créer une autre, mais celle-ci ne sera qu'un assemblage des premières. Aussi, lorsque l'on évoque le terme monstre, que l'on soit investi du savoir cinématographique ou pas, on pense plus ou moins à la même chose dans le monde occidental. Un corps avec des bras, des jambes et des difformités repoussantes comme celle évoquée plus tôt. Mais d'où nous viennent ces idées? Est-ce un acquis de dire qu'un monstre est laid? Son image est-elle tout ce qu'il a pour nous faire peur? Pourtant, les mythologies du monde entier regorgent de créatures invisibles comme les esprits ou même attirantes comme les sirènes. Par le passé, la beauté des femmes a même été perçue par la religion comme un moyen d'attirer les hommes dans le malheur éternel, un piège en somme. Le monstre intimidant de par son immondice corporel est une conception très récente de la peur. Ce sont les films qui, empruntant des codes du théâtre, ont le plus cherché à nous montrer plus qu'à nous faire imaginer la peur. Je vous ai déjà parlé de la série d'adaptations des romans d'horreur du 19e siècle lancée par Universal au début des années 20. On y retrouvait Dracula et ses dents pointues, Frankenstein avec son crâne gonflé, la momie avec sa peau cadavérique, le loup-garou et ses griffes, et en dernier, Gilman, ou l'homme au branchi avec sa peau écailleuse, ses yeux ictioïdes, sa grande taille, ses griffes, ses palmes aux pieds et aux doigts, son absence de nez, tout pour plaire quoi. Star de cette dernière génération de créatures fantastiques, Gilman, qui n'est jamais appelé comme ça par les protagonistes des films où il apparaît, est le monstre central de la trilogie de films comprenant Creature from the Black Lagoon, Revenge of the Creature et The Creature Walks Among Us, tous sortis à un an d'écart entre 1954, 55 et 56. C'est un humanoïde amphibie qui vit dans le lagon Noir en Amazonie et qui se trouve être le chaînon manquant entre les êtres vivants aquatiques et terrestres, un genre d'homme préhistorique poisson. Comme la créature de Frankenstein, Gilman est dépeint comme une victime des hommes. Dans le premier film, on vient le déranger directement dans son environnement, dans le deuxième, on l'y arrache pour en faire une bête de foire dans un aquarium, et dans le troisième, on force carrément sa mutation en être vivant exclusivement terrestre. S'il tue, c'est uniquement pour se défendre, ou au pire des cas, se venger, un anthropomorphisme typique des monstres de cette période. Là où cette trilogie et ce monstre se démarquent de tous ceux qu'Universal a produits avant eux, c'est dans le traitement très rationnel du Gilman et des scénarios auxquels il prend part. Dracula, la momie et le loup-garou avaient en commun d'être des êtres purement imaginaires, évoluant dans une réalité aux règles différentes de la nôtre. Ils étaient basés sur des mythes populaires synthétisés dans des romans témoignant d'une mentalité superstitieuse d'un autre temps. Frankenstein et l'homme invisible ont tenté d'introduire la science dans le processus de création de leur antagoniste, mais d'une manière assez vague, nommant peu ou jamais les outils, matières ou fluides utilisés dans leurs expériences. On se contentait de désigner les objets de base comme le cerveau, le sang ou les fameux antidotes, sans entrer dans le détail. C'est Gilman le premier qui a tenté de s'inscrire dans une ère de rationalisme où la science tentait réellement d'expliquer les choses du monde concret. On nous fait mention du nom scientifique d'un produit qu'on utilise contre lui, la roténone, on place notre créature dans l'arbre de l'évolution aux côtés d'autres exemples d'êtres vivants dont elle s'inspire et on va même jusqu'à donner aux femmes un intellect égal à celui des hommes. Dans chaque film de cette trilogie, il y a au moins une femme qui nous énonce un principe scientifique et même, comble de cette époque, être totalement désintéressée du mariage et de la cellule familiale. Que de progrès! Si je viens vous parler de ces films, ce n'est pas seulement parce qu'ils ont du bon à donner, c'est aussi parce qu'ils sont une performance culturelle en soi. Ils arrivent à illustrer une mentalité très actuelle alors qu'ils ont plus de 60 ans. J'aimerais vous convaincre de regarder tous les films de monstres d'Universal, seulement regardons la vérité en face. La plupart, même s'il s'agit de la première tentative de crossover, sont très datés. En dehors de l'égalisation du son et des tremblements de l'image trahissant une pellicule mal centrée, leur côté surnaturel et hors de la réalité propre aux croyances d'un autre temps en font des films petit public, même avec un effort d'ouverture d'esprit. À moins que vous soyez dans une mentalité candide dans le genre de celle d'Ed Wood, et que vous soyez dans un trip nostalgique, ce qui est louable. Mais si vous êtes attaché aux bases du monde réel et qu'il vous est difficile d'imaginer qu'on puisse se changer en chauve-souris ou ressusciter en un éclair tout en voulant avoir une fenêtre sur l'ancien monde, la trilogie Gilman est clairement un immanquable. Son image est nette, son son est audible et son monstre est crédible. Et je vous conseille vivement d'en profiter tant que cette trilogie est la seule avec Gilman dedans. Parce que depuis 2017, Universal a comme une envie de tout recommencer.